Bonjour à tous les esprits curieux qui nous rejoignent pour cette nouvelle exploration historique. D'accord, décortiquons tout cela. Il faut imaginer un instant la scène suivante. On est au cœur de la plus grande puissance de l'Antiquité et le trône de cet empire immense est littéralement mis aux enchères. Ouais, c'est une image qui semble irréelle. Des hommes crient des chiffres par-dessus les murs d'un camp militaire pour acheter le monde. Et le pouvoir est finalement adjugé, vendu au plus offrant. Ça ressemble à une mauvaise fiction politique, mais c'est un événement bien réel. Exactement. C'est un tournant décisif. La mission de notre plongée au cœur des sources aujourd'hui est d'une ampleur fascinante. On va analyser comment l'Empire romain, une institution millénaire, a basculé en quelques décennies. On passe vraiment d'un modèle où l'empereur est le premier parmi ses pairs, le garant du Sénat, à un régime ouvertement autoritaire et profondément militarisé. Cette transformation s'opère entre 98 et 235 après Jésus-Christ, donc de Trajan à la fin de la dynastie des Sévères. Et les sources qu'on a sur la table sont exceptionnelles. Tout à fait, on s'appuie sur des notes académiques ultra précises et surtout sur les textes d'historiens antiques contemporains de ces événements, comme Dion Cassius ou Hérodien. Sans oublier la fameuse et très controversée Histoire Auguste. C'est ça, et on croise ces textes avec des documents juridiques complexes et des artefacts archéologiques grandioses. Ce cadre chronologique des Antonins aux Sévères, c'est vraiment le moment où l'illusion républicaine s'effondre. Parce que depuis Auguste, il y avait cette fiction habile, c'est bien ça, hein? Absolument. L'empereur feignait de n'être qu'un magistrat supérieur, et le Sénat gardait l'illusion de diriger l'État depuis ses bancs en marbre. Mais ce que Dion Cassius et Hérodien documentent de façon glaçante, c'est le déplacement du pouvoir vers la périphérie. Ça quitte les salons de Rome pour les camps militaires. Voilà. La force brute des légions devient la seule véritable source de légitimité. Pour bien comprendre l'ampleur de ce basculement, je pense qu'il faut d'abord regarder comment cette immense machine fonctionnait avant la crise. Parce que gouverner un territoire de l'Écosse à l'Euphrate, sans nos technologies modernes, ça relève de l'impossible. C'est un défi logistique monumental. Pourtant, les Romains avaient un socle légal redoutable pour permettre à un seul homme de tout contrôler. Les sources mentionnent la Lex des Imperio Vespasiani. Concrètement, qu'est-ce que ce texte offrait à l'empereur ? Alors, cette loi, c'est une pépite juridique. Elle montre que le pouvoir cherchait à s'ancrer dans une légalité formelle, votée par le Sénat. Le souverain reçoit l'imperium proconsulaire Maius et Infinitum. Maius et Infinitum. Supérieur et infini. C'est exactement ça. Un pouvoir de commandement civil et militaire supérieur à n'importe quel autre magistrat. Et surtout, sans limite géographique. Contrairement à un gouverneur classique, l'empereur intervient partout, en Gaule, en Égypte ou à Rome. Il y a aussi la puissance tribunicienne, non ? Oui, qui rend sa personne sacrée et intouchable, avec un droit de veto absolu. Il a les mains libres pour s'immiscer partout. Ce qui donne le vertige quand on lit les notes académiques, c'est l'échelle de l'administration. La bureaucratie palatine brillait par son efficacité, mais ses effectifs étaient ridicules par rapport à aujourd'hui. Ah oui, le chiffre est frappant. Au IVe siècle, l'Empire romain tout entier tournait avec seulement 31 000 fonctionnaires. Et le document source met ça en perspective en rappelant qu'en 2021, la France comptait 5,67 millions d'agents publics. Gérer le monde méditerranéen avec 31 000 personnes, c'est un miracle d'ingénierie administrative. Comment ils faisaient ? Tout passait par des bureaux très spécialisés, les scrigna. C'était une logique de flux très stricte, une logique ascendante avec les rapports des gouverneurs provinciaux qui remontaient au Mont Palatin. Et une logique descendante, j'imagine. Voilà, les décisions de l'empereur redescendaient vers les provinces. On avait le bureau A Rationibus pour les finances ou A Epistulis pour la correspondance. Effet très important, ces postes n'allaient plus aux vieux sénateurs. Ils allaient à l'ordre équestre. Exactement. Des chevaliers, des techniciens dévoués personnellement à l'empereur. L'épicentre de tout ça, c'est Rome. Et le document souligne un contraste urbanistique fascinant entre les empereurs. Prenons Néron. Le tyran par excellence dans l'imaginaire romain. Il confisque le centre-ville après le grand incendie pour construire sa Domus Aurea, sa maison dorée. C'est le despote qui privatise la cité. Et la dynastie suivante, les Flaviens, puis Trajan et Hadrien, vont faire exactement l'inverse. C'est de la pure communication politique. Ils rendent la ville au peuple. Ils démantèlent le palais privé de Néron pour superposer des édifices publics grandioses. Le Colisée est construit précisément sur le lac artificiel de Néron. Ils l'ont fait assécher. Et Trajan construit des thermes publics géants sur les pavillons de Néron. En offrant divertissement et hygiène à la place de l'égoïsme impérial, ils achetaient la paix sociale.
Mais attention, le Mont Palatin restait le supercentre hermétique de l'administration. Donc on a une machine complexe, bien huilée, Mais qui finit par s'enrayer. très violemment. Oui. C'est la nuit du 31 décembre 192. L'empereur Commode, connu pour son instabilité et ses frasques sanguinaires, terrorise son entourage. Et son entourage réagit. Un complot se forme de l'intérieur, mené par sa propre maîtresse, Marcia, et le préfet du prétoire, Laetus. Ils assassinent Commode. Ce qui crée un vide de pouvoir immédiat. Ils choisissent Pertinax pour le remplacer. Sur le papier, le CV parfait. C'est vrai. Pertinax illustre bien la mobilité sociale de l'époque. Il est fils d'un simple affranchi, il a fait une brillante carrière militaire, si bien que l'empereur précédent l'avait intégré de force au Sénat via l'adlectio. C'est cette procédure pour devenir sénateur sans passer par les élections. Tout à fait. Il finit consul et préfet de Rome, le candidat idéal pour ramener le calme. Mais ça se passe très mal. Il règne 87 jours, il instaure une austérité drastique pour éponger les dettes de Commode. Mais la garde prétorienne voulait de l'argent, le fameux donativum. Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction de la troupe. Pertinax gèle les paiements. Donc les prétoriens forcent les portes du palais et le massacrent. Avec la bénédiction de Létus, qu'il avait pourtant mis là. Les soldats réalisent qu'ils détiennent le monopole du pouvoir. Le Sénat est terrorisé. Et on arrive à cette fameuse journée de mars 193. La vente aux enchères. Le récit de Dion Cassius est hallucinant. Le trône est vide, les prétoriens annoncent qu'ils vont le vendre au plus offrant. C'est une humiliation institutionnelle sans précédent. 2 candidats se pointent devant le camp fortifié. Sulpicianus, le beau-père de Pertinax, et Didius Julianus, un sénateur richissime. Et ils hurlent leurs enchères par-dessus les murs. Ils promettent des milliers de sesterces par soldat. Didius Julianus propose une somme tellement astronomique que les portes s'ouvrent. Il est salué comme empereur. L'Empire romain vient d'être monnayé. Mais la garde prétorienne de Rome oublie un détail crucial. La vraie force militaire, elle est sur les frontières, pas en Italie. Et quand la nouvelle arrive en province, c'est l'indignation. L'Empire est fracturé. En avril 193, les armées provinciales se rebellent et proclament leurs propres empereurs. En Syrie, riche et militarisée, c'est Pescennius Niger. En Bretagne, c'est Claudius Albinus. Et sur la frontière danubienne, en Pannonie, les légions choisissent Septime Sévère. La guerre civile est lancée. La réaction de Septime Sévère est fulgurante. Il marche direct sur Rome. Didius Julianus est lâché par ses prétoriens et exécuté. Sévère prend Rome sans combattre. Et sa première action est brillante. Il rassemble les prétoriens, les désarme sous la menace de ses propres troupes et dissout la garde. Il les chasse de la ville. Et pour se légitimer, il organise la consécratio de Pertinax. Oui, des funérailles divines. On brûle une effigie en cire de Pertinax. Sévère se pose en vengeur spirituel. Ensuite, il doit éliminer ses rivaux. Il la joue fine avec Albinus en lui offrant le titre de César pour pacifier l'Occident. Le temps d'aller écraser Pescennius Niger en Orient en 194. Il leur donne une damnatio memoriae contre Niger et laisse piller Antioche. Et en 197, il se retourne contre Albinus. Ça se termine à la bataille de Lyon, une confrontation titanesque. Sévère l'emporte et unifie l'Empire par le fer. Sévère est originaire d'Afrique du Nord, de Leptis Magna. Sa femme, Julia Domna, vient d'Émèse en Syrie, C'est une nouvelle élite provinciale au pouvoir. qui se détache des traditions sénatoriales. Le Sénat est marginalisé. Sévère s'appuie sur des techniciens, les comites, et ses amis proches, les Amici Principis, Des postes occupés par des grands juristes, comme Papinien ou Ulpien. qui vont formaliser l'autoritarisme du régime dans le droit. Mais derrière ces brillants juristes, c'est l'armée qui commande. Dio Cassius rapporte le dernier conseil de Sévère à ses fils. Vivez en bonne intelligence, méprisez tous les autres, enrichissez les soldats. Ça résume tout. Le pouvoir achète sa survie. L'armée passe de 300 000 à 450 000 hommes. Les soldes explosent. L'Empire devient une immense caserne. Ce qui nous amène à la mutation de la figure de l'empereur. On passe du princeps au dominus. Le princeps, c'était le premier des sénateurs, la modestie de l'époque d'Auguste. Le dominus, c'est le maître absolu. Il y a une véritable surhumanisation du souverain. Fini la chaise curule et la couronne de laurier. On passe au trône surélevé et à la couronne métallique radiée. On intègre même la proskinèse, cette prosternation à l'orientale devant l'empereur. Et au cirque Maxime, il ne s'assoit plus dans les gradins. Il s'installe sur le pulvinar, la loge des dieux. Puisque le Sénat ne valide plus le pouvoir, la légitimité passe par la famille, par le sang. Et c'est là qu'on trouve ce fameux artefact en Égypte, le tondo severiano.
Le Tondo Severiano, c'est fascinant. C'est une peinture circulaire sur bois, très colorée, montrant Septime Sévère, Julia Domna et leurs deux fils, Caracalla et Geta. L'image de la stabilité. Sauf qu'il y a un détail terrifiant. Le visage de Geta a été frénétiquement gratté et creusé, effacé. C'est le résultat tragique de la succession. Quand Septime Sévère meurt en 211, il laisse l'empire à ses deux fils. Mais il se voue une haine pathologique. La fameuse consigne « Vivez en bonne intelligence » n'a pas tenu. Pas du tout. Quelques mois plus tard, Caracalla organise un guet-apens dans les appartements de leur mère. Les centurions assassinent Geta. Il meurt dans les bras de Julia Domna, couverte du sang de son fils. Une scène épouvantable. Caracalla lance ensuite une damnatio memoria massive, interdiction de prononcer le nom de Geta. Et la purge est monstrueuse. Dion Cassius parle de 20 000 morts parmi les élites. Même le grand juriste Papinien est décapité parce qu'il refusait de justifier ce meurtre fratricide. Caracalla règne par la terreur. Il délègue l'intendant civil à sa mère pour jouer au chef de guerre. Il a cette maladie que les sources appellent l'alexandromanie. Une obsession pour Alexandre le Grand. Il lève des phalanges antiques, s'habille comme lui. Il va jusqu'à massacrer des civils à Alexandrie juste parce qu'il s'était moqué de son complexe. C'est un comportement irrationnel qui coûte très cher avec des campagnes militaires désastreuses en Orient. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Financièrement, c'est un naufrage. Solde augmenté, guerre ruineuse, construction des énormes thermes de Caracalla à Rome, les caisses sont vides. Et quand l'État n'a plus d'argent, il manipule la monnaie. Caracalla crée l'Antoninianus. Il dit que cette pièce vaut 2 deniers d'argent. Sauf qu'elle pèse à peine un denier et demi en réalité. C'est de la valeur fictive pour payer les troupes. Résultat, l'inflation explose, les marchands augmentent leurs prix. C'est la crise. Et c'est dans ce contexte de gouffre financier qu'il faut analyser le fameux édit de Caracalla en 212. La Constitutio Antonianiana. D'un trait de plume, il accorde la citoyenneté romaine à presque tous les hommes libres de l'Empire. En apparence, un grand geste d'humanisme. La propagande parlait de rassembler les peuples pour honorer les dieux. Mais la réalité est beaucoup plus cynique. C'est un braquage fiscal. Ah oui, l'analyse des sources est implacable. Les citoyens romains payaient des taxes spécifiques, notamment sur les héritages et l'affranchissement des esclaves. En donnant la citoyenneté à des millions de provinciaux, Caracalla élargit massivement l'assiette de ses impôts. Et la preuve ultime de ce cynisme, c'est qu'au même moment, il double le taux de ses taxes, passant de 5 à 10%. Ce n'est pas un édit philanthropique. C'est un plan de sauvetage financier d'urgence pour payer l'armée. Mais ça n'a pas suffi. L'armée finit par se retourner contre lui. Il est assassiné en 217 lors d'une campagne contre les Parthes. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, de Trajan au Sévère, on a un cas d'école sur la résilience des façades institutionnelles. C'est-à-dire? Le système garde le nom de République, avec un Sénat majestueux et un vocabulaire légal sophistiqué. Mais la nature profonde de l'État a été vampirisée. Sous les apparences du droit impérial, c'est une dictature militaire gérée par des armées provinciales qui ruinent l'économie pour financer une militarisation sans fin. C'est exactement ça. Ce qui soulève une dernière pensée, très provocatrice, à méditer pour ceux qui nous écoutent. L'édit de Caracalla a rendu tous les hommes libres, citoyens de Rome, en 212. Mais cette universalité arrive au moment précis où le pouvoir devient un autoritarisme brutal et où les caisses sont vides. Une ironie mordante de l'histoire. En donnant la citoyenneté à tous, non pas pour leur offrir un droit de vote qui avait déjà disparu, mais uniquement pour les écraser d'impôts, Caracalla n'a-t-il pas définitivement vidé le statut de citoyen de son prestige? C'est une réflexion poignante sur ce qu'il advient de la notion même de droit civique lorsque les fondations économiques et démocratiques d'une société s'effondrent. C'est le genre de leçon que l'histoire nous offre sans filtre. Sur cette méditation, nous remercions chaleureusement tous les esprits curieux d'avoir suivi cette analyse minutieuse. Le passé éclaire toujours le présent. À très bientôt pour de nouvelles découvertes au cœur des sources.